Des chercheurs ont extrait son ADN d'un morceau de tissu avec le sang d'Hitler provenant du canapé sur lequel il s'est suicidé. Pendant plus d'un siècle, un mystère a plané dans l'ombre de la mythologie d'Adolf Hitler. Non pas les origines de son pouvoir, ni les atrocités qu'il a orchestrées, mais l'histoire restait sans réponse de ses véritables origines. Son père était né illégitime, son grand-père n'était pas enregistré, et l'homme qui a bâti un empire autour de la pureté raciale n'aurait jamais pu répondre aux critères qu'il imposait à des millions de personnes. En 2010, une étude ADN impliquant ses proches survivants a produit des résultats si contradictoires qu'ils ont fait la une de la presse mondiale. Et en 2025, du sang extrait du canapé même sur lequel il est mort a enfin offert une réponse génétique directe. Une réponse qu'aucun historien n'avait prédite. Mais pour comprendre ce que ce sang a révélé, l'histoire doit remonter de près de 2 siècles jusqu'à un paisible village autrichien où une paysanne célibataire a donné naissance à un enfant dont le père absent allait devenir l'axe d'une énigme mondiale. Cette absence a façonné des documents, des rumeurs, de la propagande et finalement une science de pointe. Elle a façonné un mensonge qui s'est métastasé en idéologie. Et la vérité enfouie dans son ADN allait exposer quelque chose de bien plus étrange que tout ce que la rumeur avait pu suggérer. Le secret à la racine de la lignée Hitler. Dans les années 1830, dans le village autrichien rural de Stroness, Maria Schicklgruber, célibataire, pauvre et âgée d'une 40aine d'années, a donné naissance à un garçon nommé Alois. Aucun père ne figurait sur l'acte de baptême, un silence qui allait résonner pendant des générations. 5 ans plus tard, elle épousa Johann Georg Hiedler, un meunier itinérant qui dérivait entre les fermes et restait rarement au même endroit. Bien qu'il soit devenu le beau-père légal d'Alois, ce n'est pas Johann Georg qui assuma la responsabilité de l'enfant après la mort de Maria en 1847. Au lieu de cela, le garçon fut élevé par le frère cadet de Johann Georg, Johann Nepomuk Hiedler, un fermier plus riche qui l'hébergea, l'instruisit et lui laissa plus tard un héritage généreux. Près de 3 décennies après la mort de Maria, Nepomuk entreprit une démarche juridique inhabituelle. Il réunit 3 témoins, se rendit devant un notaire et jura que son frère décédé, Johann Georg, avait toujours reconnu Alois comme son fils biologique. Le prêtre modifia le registre de baptême, barrant Schicklgruber et le remplaçant par une variante de Hiedler, une forme qui allait bientôt évoluer en Hitler. Avec cette signature, une nouvelle lignée fut créée sur le papier. Pourtant, les historiens ne se sont jamais accordés sur la vérité. Alois était-il le fils de Johann Georg, le vagabond instable, ou de Johann Nepomuk, l'homme qui l'avait élevé et financé, ou par quelqu'un de totalement étranger au Hiedler ? Hitler lui-même ne fit aucune allusion, se contentant d'évoquer un pauvre petit paysan dans Mein Kampf, une description qui ne correspondait à aucun des 2 candidats. Et lorsque les habitants tentèrent de commémorer sa maison d'enfance, il serait entré dans une colère noire et aurait ordonné le retrait de la plaque. L'incertitude se mua en une énigme centenaire. Qui était le grand-père d'Hitler ? Et que cherchait-on à dissimuler ? La théorie Frankenberger. Après la Seconde Guerre mondiale, une 3e possibilité fit surface, bien plus explosive que tout ce que contenaient les registres paroissiaux. Hans Frank, l'avocat personnel d'Hitler, écrivit dans ses mémoires depuis sa prison à Nuremberg qu'en 1930, le Führer lui avait secrètement ordonné d'enquêter sur des rumeurs circulant au sein du parti. Selon Frank, il aurait découvert des témoignages affirmant que Maria Schicklgruber travaillait autrefois pour une famille juive nommée Frankenberger à Graz et que le fils adolescent de la famille l'avait mise enceinte. Frank prétendit même que les Frankenberger versèrent une pension alimentaire pendant des années. Pendant des décennies, les historiens balayèrent cette thèse d'un revers de main. Leur rejet reposait presque entièrement sur l'autorité d'une seule affirmation. En 1957, l'historien Nikolaus von Preradović prétendit qu'aucun juif ne vivait à Graz avant 1856. Si aucune communauté juive n'existait là-bas lors de la conception d'Alois en 1836, alors l'histoire des Frankenberger s'effondrait. Preradović réitéra ses propos dans une lettre privée en 1967, puis dans une publication d'extrême droite en 1989. Aucun chercheur indépendant ne vérifia jamais ces recherches, mais cette déclaration devint un dogme académique, cité, répété et finalement accepté comme un fait établi. Pourtant, le mystère ne se dissipa pas. Les zones d'ombre des archives laissaient place à la spéculation.
Et le secret obsessionnel d'Hitler sur ses origines ne fit qu'accentuer l'intrigue. Il refusait toute discussion publique sur son ascendance, supprimait les monuments locaux le liant au Hitler et réagissait avec une rage évidente à toute proposition de commémorer son enfance. Ce silence, loin d'étouffer les rumeurs, les amplifia. À la fin du XXe siècle, la plupart des historiens sérieux considéraient Johann Georg ou Johann Nepomuk comme les pères les plus plausibles. Mais rien n'était certain. L'hypothèse Frankenberger, si fragile fut-elle, survécut car les archives ne permirent jamais de clore le dossier. Puis, en 2010, la science, plutôt que les mémoires, les rumeurs ou l'encre des paroisses, provoqua une onde de choc qui relança tout le débat. L'onde de choc ADN de 2010. En 2010, le journaliste belge Jean-Paul Mulder et l'historien Marc Vermeyren tentent ce qu'aucun chercheur n'avait accompli depuis près d'un siècle. Une enquête génétique sur la lignée paternelle d'Hitler. Ils localisent 39 descendants masculins vivants éparpillés entre l'Europe et les États-Unis, dont un petit-neveu résidant discrètement à New York sous le nom de Stuart Houston. Sur chaque volontaire, ils prélèvent des échantillons de salive pour analyser le chromosome X, le marqueur génétique transmis presque intact de père en fils au fil des générations. Si le grand-père d'Hitler avait été étranger à la lignée des Hitler, le chromosome X le révélerait. Ce qu'il découvre déclenche une tempête médiatique internationale. L'aplogroupe dominant chez ses parents est le E1B1B, une lignée peu commune en Europe de l'Ouest, présente chez seulement 9% des Allemands et des Autrichiens. En revanche, ce marqueur est bien plus fréquent en Afrique du Nord et se retrouve chez environ un cinquième des juifs ashkénazes. Les gros titres s'emparent de l'angle le plus provocateur. Hitler portait de l'ADN juif et africain. En une nuit, le récit bascule de l'ambiguïté historique à l'ironie génétique. L'architecte de la pureté raciale pourrait être issu des groupes mêmes qu'il persécutait. Pourtant, la vérité est bien plus nuancée que ne le suggère la couverture médiatique. Le généticien Michael Hammer précise que les haplogroupes témoignent de migrations préhistoriques lointaines et non d'une ascendance récente. Environ 80% des Allemands ou Autrichiens, porteurs du groupe E1B1B, n'ont absolument aucune lignée juive. Le marqueur est apparu il y a des dizaines de milliers d'années en Afrique de l'Est et s'est propagé en Europe bien avant la formation des identités ethniques modernes. Comme le souligne le généticien Razib Khan, cet haplogroupe ne prouve en rien que Hitler ait eu un grand-père juif. Plus important encore, l'étude souffre d'une faille structurelle. Elle n'a pas analysé l'ADN d'Hitler lui-même. Elle repose sur l'hypothèse d'une chaîne paternelle ininterrompue depuis les Hitler jusqu'à nos jours. Une seule erreur de filiation, n'importe où sur 2 siècles, rendrait toute la conclusion caduque. En 2019, le chercheur Leonard Sachs note même que les méthodes de collecte informelle utilisées par Mulders ne respecteraient même pas les standards scientifiques requis pour une publication. Pourtant, cette étude a réussi une chose essentielle, relancer le débat. La science s'est invitée dans la conversation, mais seulement de manière indirecte. Pour trancher définitivement, les chercheurs auraient besoin de l'ADN réel d'Hitler, une relique que l'on a longtemps cru définitivement hors de portée, l'ADN confirmé d'Hitler. Pendant des décennies, les historiens supposaient que l'ADN d'Hitler avait disparu à jamais, perdu dans les flammes de la crémation du bunker de Berlin. Mais en 2009, l'archéologue Nick Bellantoni s'est rendu à Moscou pour examiner 2 objets conservés aux archives d'État russes. Un fragment de crâne présenté comme celui d'Hitler et un morceau de tissu ensanglanté, découpé dans le canapé où il se serait tiré une balle. Bellantoni n'avait qu'une heure. Il a prélevé des échantillons microscopiques sur les 2 pièces. Le crâne a livré son secret en premier. Lorsque la spécialiste de l'ADN Linda Strasbaugh l'a analysé à l'université du Connecticut, le verdict est tombé, immédiat et irréfutable. L'os appartenait à une femme âgée de 20 à 40 ans. Pas à Hitler. Le fragment, considéré pendant des années comme la preuve médico-légale de son suicide, s'est effondré face à un seul test. Le crâne était une impasse. Le sang du canapé, en revanche, racontait une toute autre histoire. L'échantillon a langui dans les limbes administratives pendant des années avant d'atteindre Turi-King, la généticienne de l'université de Leicester célèbre pour avoir identifié le roi Richard III sous un parking. À partir de 2021 environ, King et son équipe ont passé plus de 4 ans à extraire, stabiliser et séquencer cet ADN endommagé.
Vient alors l'heure de la comparaison. Le sang d'Hitler face au profil du chromosome X d'un parent confirmé de la lignée paternelle des Hitler. Les marqueurs se sont alignés parfaitement. Le sang appartenait bien à Hitler, et sa lignée paternelle remontait directement à la famille Hitler, exactement comme l'affirmaient les registres paroissiaux modifiés. Aucune rupture dans la chaîne, pas de grand-père caché. Si le grand-père biologique d'Hitler avait été un Frankenberger ou n'importe quel autre homme sans lien de parenté, le chromosome YB aurait divergé immédiatement. Au lieu de cela, la correspondance a mis fin à un siècle de spéculation par un résultat net. L'histoire Frankenberger était terminée. Mais l'ADN n'avait pas fini de remodeler le récit. Une fois que l'équipe de King a confirmé l'identité, elle s'est penchée sur ce que son génome pouvait révéler sur l'homme lui-même, et ce qu'ils ont découvert était plus personnel, plus troublant et bien plus polémique que n'importe quel gros titre sur ses ancêtres. Les gènes auxquels Hitler n'a jamais échappé. Une fois la lignée paternelle confirmée, les chercheurs ont analysé les caractéristiques génétiques profondes du sang retrouvé dans le bunker. En collaboration avec des collègues de l'Institut Pasteur, l'équipe de Turi King a identifié une délétion dans un gène appelé P2, fortement associé au syndrome de Kallmann, un trouble hormonal rare qui perturbe la puberté chez les hommes. Ces effets peuvent inclure un faible taux de testostérone, l'infertilité, des testicules non descendus, un développement sexuel tardif ou incomplet et, dans un faible pourcentage de cas, un micropénis. Cette découverte génétique concorde avec un document médical de 1923, redécouvert récemment, décrivant une cryptorchidie droite observée alors que Hitler était incarcéré après l'échec du putsch de Munich. Soudain, de vieilles interrogations historiques, son malaise face aux femmes, son absence de relations documentées et son obsession politique dévorante, semblaient faire écho à des traits communément liés au syndrome, sans toutefois être expliqués par celui-ci. L'équipe de King a ensuite effectué une analyse de risque polygénique comparant le génome d'Hitler à celui de 30 000 individus d'une base de données danoise. Ces marqueurs pour la schizophrénie, l'autisme et la bipolarité le classaient dans le premier %. La généticienne psychiatrique Dite Desmontis a souligné que de tels scores ne constituent pas un diagnostic. Ils décrivent des tendances statistiques, se traduisant souvent par un risque réel très faible pour un individu donné. Mais les gros titres des tabloïds ont ignoré ces nuances. Et, lors de la diffusion du documentaire Hitler's DNA, Blueprint of a Dictator sur Channel 4 en 2025, le tollé a été immédiat. Le généticien Adam Rutherford a qualifié l'émission de « déluge de désinformation », avertissant que lier des traits psychiatriques à Hitler risquait de stigmatiser des millions de personnes partageant des marqueurs similaires. David Curtis, de l'Institut de génétique de l'UCL, a noté qu'un risque génétique élevé prédit rarement des résultats concrets. Tom Booth, de l'Institut Francis Crick, s'est demandé si la génétique apportait quoi que ce soit de significatif à la compréhension d'un personnage dont la vie est déjà documentée avec une précision vertigineuse. La critique éthique allait plus loin encore. En suggérant que la psychologie d'Hitler puisse être retracée dans ses gènes, plutôt qu'à l'idéologie, au choix ou aux circonstances politiques, le documentaire frôlait dangereusement la vision déterministe du monde que Hitler lui-même promouvait. La science, selon les critiques, exigeait une manipulation prudente et non du spectacle. King a reconnu la tension. Son équipe avait soumis ses recherches à une revue scientifique de premier plan, mais n'avait proposé aucune date de publication. La société de production, Blink Films, a diffusé le documentaire avant toute validation par les pairs, jetant une ombre sur des découvertes qui auraient pu autrement recadrer un siècle de spéculation. Pourtant, une conclusion demeure discrètement malgré la controverse. L'homme qui a bâti un empire sur des fantasmes de pureté génétique portait peut-être dans sa propre biologie des pathologies que son programme d'eugénisme aurait condamnées. Ce qu'il reste après la polémique, les gros titres et les conjectures, est une vérité bien plus étrange que tout ce que la rumeur a pu suggérer. Hitler, l'homme qui exigeait la perfection aryenne de tout un continent, n'aurait jamais pu passer son propre test.
Pas à cause d'un lointain ancêtre d'Afrique du Nord, comme le suggérait le débat de 2010 sur les haplogroupes, ni à cause d'un grand-père juif, comme l'affirmait Hans Frank dans ses mémoires de prison, mais parce que la biologie même qu'il abritait contredisait la mythologie qu'il avait passé sa vie à construire. Un trouble hormonal freinant son développement, une délétion génétique affaiblissant ce corps qu'il célébrait, et des schémas de risque psychologiques qui, sous ses propres lois, auraient pu faire de lui un candidat à la stérilisation, ou pire. Turi King l'a dit sans détour. Si Hitler avait évalué ses résultats sans savoir à qui ils appartenaient, et s'il avait appliqué les standards de sa propre doctrine raciale, il aurait presque certainement condamné cette personne aux chambres à gaz. L'ironie est accablante, la symétrie troublante. Aujourd'hui, le tissu taché de sang repose toujours dans les réserves. Les recherches restent dans les limbes scientifiques. Le crâne de Moscou appartient toujours à une femme inconnue. Et quelque part, dans les registres paroissiaux effacés de l'Autriche rurale, l'identité du père biologique d'Alois Schicklgruber n'est toujours pas écrite. Si l'ADN d'Hitler nous enseigne une chose, c'est que la pureté n'a toujours été qu'une illusion. Une illusion dont il avait peut-être besoin précisément parce qu'il redoutait ce que sa propre lignée pourrait révéler. Si vous voulez d'autres histoires où l'ADN bouleverse le cours de l'histoire, abonnez-vous, car la prochaine découverte est encore plus incroyable que celle-ci.